Les magasins japonais s'attaquent aux mauvaises manières des touristes étrangers. Kyoto bannit les touristes du quartier des geishas pour mauvais comportement. Le Japon contre les trains bondés et mauvaises manières dues au surtourisme. Gravir le mont Fuji sera désormais payant. Le Japon emploie de nouvelles mesures contre le surtourisme. Le problème du surtourisme au Japon. Je sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose avec le tourisme au Japon. Juste une impression. Ah, le Japon, ce pays fascinant entre tradition et modernité. Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Ça fait longtemps que le Japon il fascine, intrigue les gens du monde entier, que ce soit sa culture ancestrale, encore présente et préservée, qui se mélange telle une chimère à son développement technologique et économique. Et c'est vrai que mine de rien, c'est rare de voir un pays qui, malgré son développement, garde à ce point une connexion forte avec sa culture. Et ce côté où tu peux avoir un écran géant de 30 mètres devant toi et 20 mètres à côté, un petit sanctuaire où les Japonais ils s'arrêtent pour prier avant d'aller au travail ou à l'école, c'est surprenant pour nos cultures occidentales et ça nourrit un imaginaire, une forme de magie autour du Japon. Sans oublier son soft power avec les mangas, les animés, la J-music ou encore les jeux vidéo qui ont été et sont toujours pour beaucoup une des portes d'entrée vers cet amour pour ce pays si unique et particulier. Et le fait est que cet engouement pour le Japon, il a cessé d'augmenter ces 20 dernières années, faisant totalement exploser les scores touristiques de manière exponentielle. Alors ça c'est quelque chose je pense que vous avez certainement déjà entendu, mais est-ce que vous vous rendez compte de à quel point le tourisme il a explosé au Japon? Il suffit de regarder très simplement l'évolution du nombre de touristes selon les années pour s'en rendre vraiment compte. Parce qu'on est passé d'à peine quelques centaines de milliers dans les années 70 à quelques millions dans les années 80-90 pour totalement exploser à partir de la dernière décennie, passant de 8 millions de visiteurs en 2010 à plus de 31 millions en 2019. C'est un délire. En plus, pile au moment où moi je décide d'emménager ici. Je dis ça, je dis rien, mais à deux doigts de dire que c'est moi qui ai attiré tous les gens. Ensuite, on a eu la fameuse période de pandémie, avec la fermeture totale du pays pendant presque 3 ans, et donc une frustration de la part de beaucoup de monde qui n'attendait que ça, de pouvoir enfin venir ou revenir. Et ça n'a pas manqué, puisque dès la réouverture, on a fait face à une véritable vague de touristes en manque de temples, ramen, manga pas cher et taiyaki fourré à la pâte de Hanko. Ah, désolé, je m'égare. Parce que l'attente qu'a généré ces 3 ans de pandémie ont fait que le Japon, il est passé en quelques semaines, mais vraiment, de aucun touriste à des millions de touristes. Et ça a créé forcément une nouvelle vague de hype autour du Japon, avec sur les réseaux un tsunami de vidéos, de contenu le mettant en avant, qui en soit est une très bonne chose, sauf quand ça dérape. Et là, la pente, elle est glissante. Très glissante. On a déjà parlé un peu sur la chaîne de tous les soucis que ça a pu engendrer sur les réseaux, avec la vague de créateurs qui ont décidé de profiter de cette hype pour venir foutre le bordel au Japon. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en question si vous voulez en savoir plus. Mais il y a une toute autre facette dont on n'a pas encore parlé, due au problème récent de surtourisme au Japon, et c'est donc de ça que l'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va? Elle était pas trop longue cette intro? Donc écoutez, je vous laisse vous installer tranquillement avec votre petit café des familles, parce qu'aujourd'hui, entre vandalisme, agression et même interdiction, on va parler de l'entrée en guerre contre les touristes du Japon. En plus, ça rime. Alors, déjà avant de commencer, quand vous venez au Japon, vous faites forcément face à tout un tas de petits problèmes, dont un en particulier auquel vous ne pensez peut-être même pas, c'est que ici, vous n'aurez pas accès à vos contenus habituels. Et ouais, pas la peine d'essayer de se connecter à son compte Crunchyroll ici pour mater le dernier épisode de One Piece, ça ne marche pas. Et à moins d'être bilingue et de regarder l'épisode en direct à la télé, bah tu ne pourras pas en profiter. Mais ne t'en fais pas, j'ai la solution pour toi, notre partenaire à l'année, NordVPN. Et oui, avec NordVPN et ses plus de 5400 serveurs dans le monde, tu peux te connecter à n'importe quel endroit et donc profiter du contenu de toutes tes plateformes à travers le monde entier. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, tu peux retrouver tout ton contenu habituel quand t'es à l'étranger, mais tu peux surtout profiter de tout le contenu qui n'est pas disponible en France en te connectant à des serveurs canadiens, américains, japonais, au gré de tes envies. Après, je vous avoue, moi je m'en sers beaucoup aussi dans mes recherches, souvent pour contourner le géoblocage qui existe sur certains sites ou certains médias. Et surtout, l'autre aspect ultra utile et ultra intéressant avec NordVPN, c'est l'aspect cybersécurité. Puisque moi, je le laisse toujours connecté à tous mes appareils en permanence, et ça me permet, grâce à ces outils de protection anti-menace, de me protéger contre les malwares, les trackers, les cookies. Il peut même sonder le dark web pour vérifier si certaines de mes informations ou mots de passe n'ont pas fuité quelque part.
pratique. Et aussi pour quelqu'un comme moi qui adore bosser à l'extérieur dans des cafés par exemple, NordVPN ça me permet d'être connecté à n'importe quel réseau Wi-Fi sans aucun risque. Je vous laisse un lien en description qui vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans ainsi que 4 mois gratuits, uniquement en passant par mon petit lien. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, un grand merci à NordVPN pour soutenir mon travail, et nous... on retourne à la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de surtourisme au Japon, en réalité ça date pas de la réouverture des frontières fin 2022 comme on pourrait le croire. Mais c'était déjà d'actualité avant Covid, en 2019, quand la fameuse barre des 30 millions de visiteurs a été dépassée. Surtout qu'en plus à l'époque, on était à quoi, 1 an à peu près des Jeux Olympiques de Tokyo, ce qui avait beaucoup renforcé l'inquiétude du Japon quant à sa capacité d'accueillir et surtout de gérer un afflux pareil de personnes. Mais au final, vous connaissez l'histoire, un pangolin, le monde s'arrête. Nous sommes en guerre. Le Japon fait un Sakoku 2.0 et on se retrouve à faire un bond de 3 ans dans le temps pour arriver en octobre 2022 avec enfin une réouverture réelle des frontières japonaises. Et autant, d'un point de vue économique, le Japon il avait clairement besoin de cette réouverture pour enflouer un peu les caisses, autant à la manière de ce qui s'est passé du coup en 2019, le Japon il s'est vite rendu compte qu'il avait beaucoup de mal à gérer autant de touristes. D'ailleurs ça se traduit par l'arrivée d'un nouveau mot, d'un terme qui est assez parlant je trouve dans le langage japonais, c'est Kanko Kogai, la pollution touristique. Et le fait est que malheureusement ce terme de pollution touristique, il est plutôt bien choisi. Entre les déchets laissés un petit peu partout par les touristes, même dans des lieux naturels, les dégradations de certains endroits, autant dans les villes que dans des lieux où... je sais pas, mais faut vraiment être complètement con pour pas se dire qu'il y a un souci. Comme l'histoire de ce Canadien, par exemple, qui n'a rien trouvé de plus intéressant à faire que de graver son blaze, de graver son nom, voilà, dans un des piliers en bois du temple Toshodaji, qui est quand même un temple de plus de 1200 ans, d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, Julian, si tu nous écoutes, explique-nous. C'était quoi le projet ? Parce que lui, forcément, il s'est excusé en disant qu'il était désolé et qu'il n'avait pas voulu faire de mal. Ouais, mais bon, enfin, le temps de graver ton blaze dans le pilier, là, ça t'a bien pris quelques minutes. À aucun moment, tu t'es dit que... c'est peut-être pas ouf. Peut-être pas faire ça. Non, je sais pas, c'est aussi stupide que d'aller taguer une bite sur une église. Surtout que selon la loi japonaise sur la protection des biens culturels, tu peux quand même gagner jusqu'à 5 ans de prison et quelques milliers d'euros d'amende. Donc ouais, ça fait un petit peu cher la gravure. On a pu voir aussi par exemple du côté du temple Nazoin, qui est assez connu pour son immense Bouddha couché, là, vous avez sûrement déjà vu, des plaintes des gardiens de l'endroit qui ont commencé à refuser des trop grands groupes de personnes parce que c'était devenu totalement incontrôlable. En réalité, ce problème de surtourisme, de mauvaise manière aussi des touristes, il existe en dehors du Japon. C'est pas itinérant au Japon, c'est un problème qui est assez global à notre époque, qui est d'ailleurs dénoncé par beaucoup de personnes depuis plusieurs années dans le monde entier. Mais dans le cadre du Japon, il y a vraiment ce côté un peu parc d'attractions géant dans la manière dont les gens voient le pays, qui amène malheureusement à des comportements qui sont assez problématiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir du côté de Kyoto avec le fameux quartier des geishas. Alors, je vais m'arrêter un instant sur ça parce que c'est totalement dans l'actualité au moment où je vous parle, avec ces fameuses mesures qui ont été mises en place par la ville de Kyoto et qui ont fait beaucoup parler, puisqu'il a donc été annoncé que Kyoto allait bannir à partir du 1er avril, donc là dans quelques jours au moment où je vous parle, tous les touristes du quartier. Bon, on se pose 2 secondes. Qu'est-ce que ça signifie réellement tout ça? Parce qu'il y a quand même plusieurs choses assez importantes à comprendre en réalité. Si vous avez vu notre vidéo de mariage avec Fanny à Kyoto l'année dernière, on en avait déjà un petit peu parlé, mais si vous voulez, il y a déjà eu une première interdiction de la photographie, du fait de prendre des photos, en 2019 dans certains endroits de Kyoto, surtout à Hanamikoji en particulier, qui est le quartier des geishas. Et ça faisait suite à des agressions de la part de touristes, dont une fois en particulier où il y a une geisha qui s'est vue déchirer une partie de ses vêtements, et même une autre qui s'est retrouvée avec, je suis sûr que vous l'avez pas, un mégot de cigarette dans son collier. Alors je sais pas, j'imagine la scène. Hey Charlie, ils sont vraiment casse-couilles ces japonais à mettre des poubelles nulle part. Où est-ce que je pourrais bien jeter cette mégot de cigarette? Oh! Ce problème-là, il est très connu malheureusement parce que ça fait déjà des années que les associations locales, elles essaient de trouver une solution contre ce qu'ils appellent les maiko paparazzi, qui sont donc ces touristes qui vont suivre sans aucune discrétion les geiko, les maiko, pour avoir leurs petites photos ou leurs stories Instagram, en allant parfois jusqu'à les stopper, les arrêter, les toucher même, ce qui, je le rappelle au cas où, est tout de même une forme d'agression.
D'ailleurs, en ce qui concerne les Maiko, les apprentis geisha, elles sont souvent âgées d'à peine 16 ou 17 ans. Imaginez un petit peu à cet âge-là être suivi comme ça par des dizaines, pour pas dire des centaines d'inconnus dans la rue pendant que vous travaillez. Non vraiment, c'est effrayant et surtout, ça peut potentiellement devenir dangereux. Tu sais pas sur qui tu tombes. Donc voilà, ça déjà c'est une chose, mais il y a autre chose aussi très important à comprendre, c'est que la ville de Kyoto, si vous voulez, elle est constituée aussi de ce qu'on appelle des shido. Les shido, si vous voulez, c'est des routes privées, qui ne sont pas donc des routes publiques, qui appartiennent à la municipalité, mais donc des petites routes qui appartiennent et sont entretenues par des particuliers. Et c'est souvent dans ces petites ruelles, qui sont souvent très charmantes et qui représentent un vestige d'un ancien Japon, que vivent certains locaux, donc les propriétaires, et surtout c'est aussi là que travaillent les fameuses geiko et maiko. Et autant il y a quelques années, quand il y avait beaucoup moins de touristes, les propriétaires de ces ruelles, ils étaient assez ouverts, à ce que des gens passent, voilà, pour visiter tout ça. Autant aujourd'hui, entre le surtourisme et les mauvaises manières des gens, malheureusement c'est devenu tellement ingérable qu'il a donc été décidé, non plus uniquement d'interdire de prendre des photos, mais de fermer totalement l'accès au public de ces ruelles, sous peine d'une amende de 10 000 yens, donc 61 € à peu près. Et bordel, ça me fait mal de dire ça. 1000 yens aujourd'hui, ça fait 6 €. Si vous êtes jamais venu au Japon et que vous n'avez pas forcément la notion de ce que représentent des yens, ça peut paraître anecdotique pour vous, mais je vous promets, le yen, il est aujourd'hui au plus bas. C'est simple, pour moi qui aujourd'hui a une société en France, tout ce que j'achète au Japon à partir de mon compte français, c'est d'emblée moins 30%. Ah, dans ce genre de moment, t'es content d'être français, là. Et cette chute du coût de la valeur du yen, c'est aussi une des raisons du surtourisme actuel, parce que le Japon il a jamais été aussi peu cher pour un touriste. Et donc c'est assez logique de voir une recrudescence, si vous voulez, du nombre de touristes qui veulent profiter du Japon pas cher avant que celui-ci revienne à un niveau normal. En espérant que ça arrive. Une des images les plus représentatives de ce surtourisme, c'est encore une fois Kyoto, et en particulier certaines zones très touristiques comme le Kiyomizu-dera, Kinkakuji, la forêt de bambou de Arashiyama, ou encore le Fushimi-inari avec ses milliers de torii, et le quartier de Gion. Parce que oui, on dit Gion, et pas Dion, Dion, Gion, Fion, et... Vous avez remarqué? Tous les endroits là que je viens de vous citer, ils ont un point commun, qui est d'ailleurs la base du problème, je pense que vous les connaissez tous. D'ailleurs, si je vous avais demandé rapidement de me citer des endroits emblématiques du Japon et de Kyoto, c'est certainement cette liste-là qui vous serait venue en tête. Non, c'est totalement faux. Moi, ce qui me vient en tête, c'est le petit café de Madame Suzuki à Gojo, dans la Kizuno Mondori. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est Michel, non pas moi. Il est différent. En fait, ça, c'est en partie le cœur du problème. Et d'ailleurs, Tav en avait fait une excellente vidéo que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est que, malgré le fait qu'il existe des milliers d'endroits incroyables et fascinants qui mériteraient qu'on s'y intéresse, qui mériteraient qu'on les visite, l'immense majorité des touristes, ils vont toujours se contenter d'aller toujours aux mêmes endroits, qui sont donc les plus connus. Et c'est ça qui cause une bonne partie du problème de surtourisme. Parce que même avec 30 millions de touristes, s'ils étaient bien répartis, ou en tout cas mieux répartis sur la totalité du territoire japonais, ce serait beaucoup plus simple de pouvoir les gérer, tout en aidant d'ailleurs un certain petit coin du Japon qui eux souffrent justement de dépeuplement. Parce que là, l'autre souci aussi qui découle de ça, c'est que pour des villes comme Kyoto, qui sont pas des grosses villes non plus, c'est pas si gros que ça Kyoto, avoir des millions de touristes qui débarquent en même temps avec des grosses valises, qui prennent les transports, ceux qui en souffrent le plus, c'est les locaux, qui en arrivent à même plus pouvoir se déplacer, prendre le bus, et ça, c'est un véritable problème auquel le Japon doit faire face. Et donc la question qui vient, c'est comment fait-il donc pour gérer tout ça? Est-ce qu'il met en place des grosses campagnes de promotion pour faire voyager les gens dans de nouveaux endroits? Ils ont trouvé beaucoup mieux. Ils ont augmenté de 70% le prix du Japan Rail Pass, qui en gros permettait de pouvoir prendre le train de manière illimitée pendant plusieurs jours pour pouvoir justement visiter plusieurs endroits à moindre coût. Ce qui a créé d'ailleurs l'effet inverse, puisque les gens au final ils bougent plus de là où ils sont, parce que trop cher, et donc congestionnent d'autant plus les grosses villes comme Tokyo ou Kyoto. Je vous jure, des fois je me pose et je me demande comment on peut avoir les toilettes les plus futuristes et technologiques du monde, et en même temps avoir ce genre d'idées complètement connes et contre-productives. Je sais pas. Un truc que j'ai pas. Et des mesures comme ça, face à ce surtourisme, ces derniers mois, on a commencé à en voir pleuvoir un petit peu partout. Comme le département de Yamanashi, qui a annoncé récemment que dès cet été, l'entrée du sentier Yoshida, qui est le sentier le plus emprunté par les visiteurs qui veulent faire l'ascension du mont Fuji, ce sera à présent payant et limité à uniquement 4000 personnes. Alors c'est 2000 yens pour l'ascension, donc à peu près 12 balles. En plus c'est de l'argent qui va servir à l'entretien du lieu. Perso, je trouve pas ça déconnant, et ils auraient même pu le faire plus tôt, en vrai je trouve, à ce niveau-là c'est vraiment pas un souci. Genre 12 balles pour monter le mont Fuji,
ça va. Mais ça marque quand même un changement majeur dans l'approche du Japon envers les touristes. Surtout que sur le mont Fuji, là aussi on a pu voir pas mal de dingueries, hein, avec des gens qui jetaient leurs déchets par terre dans la nature. Normal, il y avait des gens aussi qui montaient sans les équipements nécessaires, il y en a même qui allumaient des feux pour se chauffer. Genre c'est quoi la suite? On monte le mont Fuji en Monster Truck. Wouhou! A savoir d'ailleurs, hein, pour les gens qui sont intéressés, que les autres sentiers, eux, ils restent gratuits pour le moment. Ça permettra peut-être de disperser un petit peu plus les gens qui souhaiteraient faire l'ascension. On a pu voir aussi le Premier ministre Kishida, qui a annoncé en octobre dernier, potentiellement, alors attention, hein, la mise en place de tarifs de train variables pour certaines zones ultra touristiques, où en gros il serait possible d'augmenter les tarifs à certains moments pour éviter le surplus de personnes dans les trains au même moment. J'ai rien compris. Ils ont annoncé que le but de la démarche c'était avant tout de lutter contre la congestion des trains et pas spécialement de faire une plus-value sur le prix des tickets. Alors je leur donne le bénéfice du doute, hein, mais je suis pas spécialement sûr que ça change beaucoup de choses. Enfin voilà, on sent quand même depuis plusieurs mois que cette question-là du surtourisme, c'est vraiment devenu une véritable préoccupation de la part du Japon, mais aussi de la part des Japonais en eux-mêmes, hein, et en particulier les gérants de magasins qui dénoncent eux aussi de plus en plus les mauvaises manières de certains clients. On avait pu voir par exemple à plusieurs endroits des affiches qui demandaient aux clients étrangers d'arrêter, je sais pas moi, hein, de prendre des objets et de les reposer n'importe où, d'ouvrir des boîtes neuves avant de les acheter, voire même de les reposer, de ramener de la bouffe aussi dans les magasins, de jeter leurs déchets n'importe où. Je sais pas pour vous, hein, mais je trouve ça ouf perso d'être obligé d'écrire ça en gros à l'entrée des magasins. C'est logique. Genre, je sais pas, imaginez-vous une seconde, combien de fois ça a dû leur arriver qu'ils en soient à écrire ça en gros à l'entrée du magasin. Peut-être je suis devenu trop japonais en vivant longtemps ici, hein, je sais pas, mais je trouve ça fou, si vous voulez, de savoir qu'il y a autant de gens qui font ce genre de truc sans se dire que c'est purement, je sais pas moi, un manque de respect, de civilité. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis trop crédule, je sais pas. Bizarre. Un autre truc aussi que j'avais vu passer et qui m'avait fait beaucoup rire pour le coup, c'est cette image. Et alors ça, si vous voulez, c'est une photo prise dans un combini et je me pose sérieusement la question de la véracité du truc. Je me demande si c'est pas un prank, tellement c'est stupide. Mais en gros, si vous voulez, c'est écrit « À l'attention des clients étrangers, quand vous voulez un pain vapeur, ne dites pas « kore » qui signifie ceci en japonais, hein, genre « kore kudasai », mais dites plutôt « nikuman kudasai » qui est donc la traduction de un nikuman s'il vous plaît. Nikuman kudasai, quelque chose kudasai, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et outre le fait que ça change pas grand chose au final, hein, et j'ai travaillé pendant longtemps en combini, donc je sais ce que c'est, franchement dire kore kudasai, ça marche très bien, même des japonais le font. Non, le vrai truc rigolo, c'est que le gars qui a écrit ça, il l'a écrit en japonais. Un message pour des touristes étrangers écrit en japonais. Le putain de génie! C'est pour ça que je pense plutôt à un prank personnellement, hein, pour faire le buzz sur les réseaux. D'ailleurs ça a plutôt bien marché, hein, le tweet a très bien fonctionné. Ou alors, le gérant du combini, c'est pas le Nikuman le plus fourré de la machine. Tout ça pour dire que ce problème de surtourisme, il est vraiment au cœur de l'actualité. Surtout que selon les estimations récentes, le Japon il prévoit pas moins de 34 millions de visiteurs pour cette année 2024 et potentiellement 39 millions pour l'année 2025. Imaginez! À 31, ils sont déjà en galère. 40 millions. Donc le gouvernement, il va vraiment devoir mettre les bouchées doubles pour réussir à contrer cette vague de tourisme de masse et la transformer en quelque chose de bénéfique. Dans les projets connus, il y a des mesures de potentielles taxes, comme je sais pas si vous savez, mais il y a celle de 1000 yens, donc 6 € sur le prix des vols internationaux vers le Japon, qui est censé être utilisé pour améliorer les zones touristiques du pays. Il y a aussi le fameux plan, je l'adore celui-là, Over-tourism. Voilà, donc over-tourisme, hein, beau katakana, c'est le plan du Premier ministre Kishida, qui consiste en plusieurs mesures, hein, comme une augmentation des bus, des taxis en circulation, des campagnes d'éducation contre les déchets jetés par terre, il y a aussi des hausses de prix des trains pendant les grosses périodes comme la Golden Week, la saison des Sakura, et surtout, comme on l'a dit, une grosse mise en avant d'autres régions, comme Hokkaido ou Ise, pour essayer de casser un petit peu cette polarisation du tourisme sur uniquement Tokyo et Kyoto. Il y a le site Kampai d'ailleurs, hein, qui a fait un très bon article sur le sujet, je vous le mets en description, n'hésitez pas à aller le lire, mais comme il le souligne, il
faut pas stigmatiser uniquement les touristes étrangers, en tout cas pour ce problème-là de surtourisme. Parce que quand on regarde les chiffres, les premiers tourismes au Japon, en matière de nombre, ça reste quand même les Japonais eux-mêmes. La véritable solution, c'est avant tout de faire en sorte que les gens soient le plus possible conscients de ce problème, et apprennent donc à gérer leur voyage d'une manière plus efficiente, en allant dans des endroits moins connus par exemple, ou alors en visitant les lieux connus, mais à des périodes ou à des heures qui sont moins propices à accueillir beaucoup de gens. Genre, quand on était à Kyoto, du coup l'année dernière pour notre mariage, il y a mon frère et sa copine qui sont allés se promener un petit peu le soir dans les rues de Kyoto, et ils ont pu découvrir des temples totalement vides, alors que les mêmes temples, ils étaient pleins à craquer en pleine journée. Genre vraiment, hein, essayez d'aller à Gion ou Kiyomizu-dera le matin là, à 6h, 7h, vous verrez que l'ambiance, c'est pas la même. Hein. Ah là, tu veux faire ta photo Insta, t'es tranquille. Ah là, y a personne. Et ensuite, bien sûr, et là je sais que quelque part je prêche des convaincus, hein, parce que les gens qui regardent ma chaîne, je le sais, sont tous gentils et bienveillants. Je vous aime, vraiment. Il faut vraiment, encore et toujours, éduquer les gens sur les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Et même si ça paraît stupide de le répéter, bah encore une fois, hein, sans ça, on se retrouve avec Julian qui gratte son blase dans un temple, Michael qui écrase son mégot de club sur une geisha, et Roger qui jette sa poubelle dans un sentier du Mont Fuji. Donc ouais, on va devoir faire un effort à ce niveau-là. Sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas encore fait, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires, merci aussi à NordVPN, hein. Le petit lien est en description, et nous dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, je vous fais des big bisous, c'était Mitsu, bye.